Les invités du jour. Avec vous sur Sud Radio, on va parler rugby féminin avec François Triot, journaliste sportif, faut-il le rappeler. Oui. Vous faites partie de cette... de sport. Oui, voilà, mais enfin, je parle de sport. J'ai toujours du mal quand je dis ce terme, journaliste sportif, mais bon, vous avez fait du sport quand même. Oui. Vous, ça va. Vous avez été évidemment rugbyman. Et puis Laura Di Musio, bonjour. Vous êtes vous aussi vous avez été demi d'ouverture internationale. C'est quoi une demi d'ouverture et championne de France 2016 avec Lille. Et puis aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez monté une entreprise qui promeut le sport féminin, et c'est vrai que on voit l'engouement qu'il y a pu y avoir sur le foot féminin, et là cette Coupe du Monde, les droits ont été achetés par TF1, alors évidemment c'est à l'autre bout du monde, donc ce sera tôt ou tard dans la nuit, 3h du matin, mais vous allez nous raconter comment ce dispositif va se mettre en place. Donc c'est la Coupe du Monde féminine de rugby 2021, parce qu'elle n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, François, peut-être oui. À cause du Covid. Oui, effectivement, le Covid a perturbé l'organisation de cette compétition, mais c'est la première fois que la Coupe du Monde féminine aura lieu au pays du rugby, en Nouvelle-Zélande, donc dans l'hémisphère sud. C'est une vraie signification. C'est une nation qui a trusté à peu près la moitié des titres, la Nouvelle-Zélande en rugby féminin, la Coupe du Monde féminine. Et donc c'est quand même un beau symbole. Et c'est aussi un beau symbole que TF1 consacre autant d'antennes à cette compétition. C'est le signe aussi du développement de cette discipline qui aujourd'hui porte quand même le développement du rugby au niveau mondial. Ça existe depuis combien de temps, le rugby féminin ? Alors en France, 40 ans. Depuis, je crois le premier match c'était en juin 82. Le premier match officiel. C'est vrai que les femmes ont, depuis les années 20, commencé à jouer au rugby sans que ce soit vraiment reconnu, avec quelques difficultés. Mais en effet, les vrais matchs officiels et internationaux, c'est une quarantaine d'années. Comment vous avez dit à vos parents, je vais faire du rugby ? Très simplement. Ça va, on a l'impression que elle annonce un truc. Non, c'est un sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents extrêmement ouverts et bienveillants. Je les salue s'ils m'écoutent, même si c'est pas le cas. Quand on a dit à la maison avec ma soeur jumelle, on veut faire du rugby, on va vous acheter des crampons, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'est il y a 17 ans, il y avait des sujets, mais encore maintenant, sur le fait que ça peut apparaître comme un sport étant trop masculin, trop violent, peut-être dangereux. Et ce que je dis souvent, c'est que la difficulté, c'est changer les schémas de pensée que peuvent avoir les adultes par rapport aux enfants. Donc moi, ça a été très bien accepté. La consigne, c'était tu peux faire du rugby, mais tu réussis tes études à côté parce que ça te fera pas manger. Et comment vous avez eu envie justement de faire du rugby ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'est en regardant une initiation au collège, en cours de PS. D'accord. Parce que moi, je connaissais pas du tout. Bon, je viens du nord de la France, donc c'est pas le sport national. Vous êtes né à Estreux. Exactement. Voilà. Alors là, magnifique. Bravo, quel on prépare. Mais c'est le nord de la France, donc a priori. Et c'est grâce à l'école. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs de joueuses de l'équipe de France à l'heure actuelle qui ont découvert par des initiations à l'école primaire ou au collège. Et c'est tout l'intérêt aussi, justement, de pouvoir ouvrir sur différentes pratiques, au même titre qu'une Coupe du Monde féminine sur TF1. Et de diversifier, justement, aussi à l'école les sports qui sont enseignés, et sortir de la natation et des choses un peu classiques, et d'ouvrir à d'autres sports pour les filles. Est-ce qu'il y a une troisième mi-temps chez les filles ? Est-ce qu'on se murge après les matchs comme chez les garçons ? Absolument pas. On est très sérieuse. On est tout de suite à la récréation. Voilà, tout de suite. Non, mais il y a une troisième mi-temps, blague à part, sérieusement. Est-ce qu'il y a le même esprit qu'on connaît chez les garçons? Oui, évidemment. Je pense que il n'y a pas de genre pour la troisième mi-temps. Bien entendu, on a fait les deux premières et puis on profite de la troisième. Après, au niveau auquel on joue, bien entendu, les filles qui, en plus, pour la plupart, le lundi retournent bosser, font suffisamment attention pour pouvoir être performantes le week-end. Mais oui, il y a une troisième mi-temps, c'est évident. Ouais. Sinon, ça aurait beaucoup moins de charme. François Triot, la différence entre le rugby féminin et le rugby masculin? La différence, elle est peut-être au plus haut niveau, dans la vitesse du jeu, puis aussi peut-être dans les chocs, mais à la fois c'est le bon côté du rugby féminin, c'est qu'il y a peut-être plus d'espace et plus de jeu. C'est-à-dire on voit peut-être plus de créativité, plus de situations auxquelles on n'est pas habitué. Aujourd'hui, c'est tout un peu verrouillé dans le rugby masculin, beaucoup de ping-pong rugby, là, ce qu'on appelle avec des échanges de jeux au pied qui sont un peu des échanges stratégiques, mais un peu pénibles. Et souvent,
chez les filles, notamment, je me souviens en 2014, la Coupe du Monde qui avait eu lieu en France, le jeu au pied était un peu court et ça offrait des opportunités de contre-attaque et des situations de jeu un peu qui étaient vraiment très intéressantes et on voyait du jeu à la main et qu'on voit plus trop chez les garçons parce que tout est trop verrouillé, quoi. On va gagner la Coupe du Monde. On est pas mal, on est plutôt bon, non? Moi, je suis. Ouais. Ah oui. La France fait partie des du top 3. Oui, du top 3. En ce moment, elle est 4e. Mais enfin, en tout cas, elle a souvent été en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a les Anglaises qui sont très fortes. Les Néo-Zélandaises. À domicile. Les Françaises. Ouais. Les Canadiennes qui sont une très bonne nation sur le féminin. Mais en effet, cette année, en tout cas, on est vraiment en position pour aller faire ce qu'on n'a jamais fait, à savoir au moins chercher une finale. Tout va dépendre de notre parcours, évidemment, mais l'équipe de France s'est imposée depuis 3 ans maintenant comme étant une nation très très sérieuse, en ayant battu les Black Ferns, donc les Néo-Zélandaises en 2018, c'était jamais arrivé. Et on a ce petit caillou dans la chaussure, nos ennemis... meilleurs ennemis, les Anglaises, qui font vraiment figure de favoris sur le tournoi. Il y a un haka aussi chez les Néo-Zélandaises ou pas? Oui, il est différent du haka masculin, mais il est tout aussi envoûtant et guerrier. Il est très sympa à regarder. Et impressionnant. Oui, c'est complètement différent, mais il est vraiment impressionnant. Et la capitaine qui mène le haka, souvent, elle vient avec un accessoire, avec une lance. Donc c'est vraiment très sympa à voir. Mais ça n'avait pas empêché les Françaises de les gagner en 2018, donc on espère qu'elles pourront faire la même chose. Moi, je voulais vous demander, puisqu'on a la chance de vous avoir, Laura Di Musio, sportive, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé dans l'équipe de France de football et quel regard vous portez sur ce côté où on n'imagine pas les antagonismes entre joueuses? Ça peut exister dans le rugby aussi? Alors après, le regard que je porte sur cette situation, moi je pense que c'est un conflit de personnes et c'est vrai que c'est pas dépendant d'un sport ou d'un genre. On a vu des situations similaires sur le masculin, sur le féminin. Je pense juste, c'est dommage, c'est qu'on s'attarde plus à parler de ce genre de situation plutôt qu'au travail qui est fait par l'ensemble des protagonistes sur ces sports-là, que ce soit en termes de résultats, de structuration, de mise en avant. Donc oui, c'est dommage, mais pour moi, ça reste vraiment un fait de personne. Et ça ne doit pas entacher, au contraire, ce qui est mis en place à côté. Et au même titre, dans le monde du rugby, pour les femmes, oui, il peut y avoir des situations conflictuelles, mais c'est pas ça qu'on retient. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est au contraire, c'est la progression du nombre de licenciés, c'est la mise en avant de ce sport, cette Coupe du Monde sur TF1 qui est un dispositif exceptionnel. Donc oui, ça arrive, mais au même titre que ça peut arriver dans d'autres contextes. Ça reste amateur ou pas, le rugby les filles françaises sont désormais, on peut dire quoi, semi-professionnelles. En tout cas, elles sont sous contrat avec la fédération qui les a, on va dire, engagées pour leur permettre de se dégager du temps. Et elles ont beaucoup un double projet quand même. Il y en a certaines qui sont étudiantes en médecine, d'autres qui sont agricultrices. Enfin, c'est un peu le rugby que moi j'ai connu à l'époque, au XXe siècle. Et, mais quand même, elles ont, on va dire, depuis 4 ans, cette opportunité d'être sous contrat et donc de ne pas penser à ça. Mais ça leur donne aussi un peu de pression, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'en pense Laura, mais c'est vrai que le fait d'avoir ces moyens, voilà, il faut avoir des résultats. Et elles sont moins payées aussi, j'imagine, que les hommes? Ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que déjà, il y a la différence sur les joueuses en équipe de France qui sont sous contrat et qui sont semi-professionnelles. Toutes les autres du championnat, le championnat s'appelle l'Élite 1, c'est un championnat de 12 équipes. Les filles sont complètement amateurs, donc c'est des primes qui sont dépendantes des clubs, simplement. Mais sinon, c'est quoi un ordre d'idée de ce que peut gagner une joueuse de rugby? Alors, une joueuse de championnat, elle va gagner entre 2 à 3, 4, 500 euros par mois. Une joueuse en équipe de France, 500 euros par mois, aux alentours de 2 à 3 000 euros par mois, mais hors prime, bien entendu. Et c'est déjà génial, parce que c'est un dispositif qui était nécessaire de passer les joueuses sous contrat professionnel, et ça, c'est vraiment exceptionnel, parce que ça leur permet de se préparer sereinement pour la Coupe du Monde. Après, en championnat, en effet, les clubs ne sont pas encore suffisamment structurés pour pouvoir proposer des contrats professionnels, donc on est sur un statut amateur. Il y a une grosse différence avec les hommes, quand même. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça génère. Aujourd'hui, un France-Nouvelle-Zélande en novembre au Stade de France, ça rapporte en gros à la fédération 6 millions ou 6 millions et demi d'euros, rien qu'en billetterie sur le Stade de France. Un France-Nouvelle-Zélande, comme il y a eu à Castres ou à Pau, entre 10 et 15 000 spectateurs, ça rapporte entre 175 000 et 200 000 euros. Donc, à un moment, je pense que c'est aussi voilà, ça va venir. Et je pense que la Coupe du Monde sur TF1 va y participer, effectivement, aussi. Notamment parce que les matchs sont le matin, parce qu'il y a le MAG dans la foulée des matchs. Il y a tout un dispositif.
Et ce dispositif, il est bien parce que il est lié au décalage. Et le fait que ça soit le matin, ça va aussi permettre peut-être d'atteindre ou de dépasser le million, notamment sur France-Angleterre. Qui sera le samedi 15 octobre à 9h. Et puis le 22 octobre, il y aura France-Fidji. Voilà, et puis vous pouvez regarder les matchs dans votre livre, parce que c'est sur MyTF1, sur votre portable. Vous restez au chaud tout en regardant. Vous savez, Valérie, que Thierry Gilardi, que vous aviez un talent d'imitateur. Vous aviez imité... on était jeunes, on était fougueux. Et oui, vous étiez à Canal+, et vous aviez imité Thierry Gilardi. Non, j'étais à Bègle, moi. Tout à fait. Mais pour Canal+. Non, la petite histoire. Alors c'est des trucs de jeunesse. Hein, on était jeunes, mais la petite histoire, c'est que c'est Thierry Gilardi qui m'a engagé après Canal+, 10 ans plus tard, quoi. Donc, en 1991, on a l'extrait, écoutez. Francis est inquiet, c'est un ancien Béglé, il vient d'avoir un petit malaise. Et pour vous les abonnés, pour vous, Vincent Moscato. Alors Vincent, aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le parc. Que de chemin parcouru depuis Gaillac. Quelles sont vos impressions à chaud comme ça? Devant, et beaucoup derrière, avec le vent de temps en temps. Mais je pense qu'il y avait du monde, on a fait une bonne recette. Et tout le public est derrière nous. Voilà. C'est des bons souvenirs, ça. Ça, c'est des souvenirs que je n'ai pas souvent réécouté. Mais ce qui est sympa, c'est que Thierry, qui a compté, donc comme je vous le dis dans mon parcours, et qui est aussi passé par TF1, Thierry, il était passé à l'hôtel la veille et on lui avait dit on te fera une surprise si on gagne. Et en fait, l'intervieweur terrain, il était du club, enfin il était passé par le club de Bègle lui aussi. Et du coup, mais c'est complètement improvisé, hein, c'est-à-dire on savait qu'on allait faire un coup et faire cette petite imitation avec Vincent Moscato qui déjà, plus d'être un grand joueur, était quand même un sacré showman. Comment vous vous préparez rapidement, Laure? Il nous reste peu de temps pour commenter. Déjà, ça a été une surprise que TF1 vous demande. Vous étiez étonné qu'on vous demande de commenter? Alors oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que je commentais avec France Télévisions et c'est super parce que les deux chaînes se sont mis d'accord pour me permettre de commenter aux côtés de François, donc c'est vraiment génial. Après, la préparation, c'est une préparation en équipe, puisque nous, on travaille avec François, mais on a d'autres consultants qui vont nous accompagner. Non, parce qu'on partage un drive. On partage un drive, et chacun met les informations qu'il prépare sur les équipes, donc c'est un vrai travail de fond, notamment parce que justement, ces équipes ne sont pas forcément connues, ces joueuses... C'est ça, donc il faut que vous alliez chercher... Exactement, et on a envie surtout de donner envie aux téléspectateurs, quand il aura regardé son premier match, de regarder tous les suivants, et donc on veut fournir la meilleure information possible. Donc c'est un travail de fond et on a encore jusqu'à 3h du matin samedi pour être rodé. Vous serez prêts. Juste une petite info, c'est quand même une Coupe du Monde TF1 mais avec aussi un esprit Sud Radio. Laura a commencé sur Sud Radio, moi j'officie chaque week-end sur Sud Radio et il y a Rémi Mességuet aussi qui est notre correspondant à Toulouse. Voilà. On en parlera aussi sur Sud Radio. Moi je parle de rugby féminin quasiment toutes les semaines sur l'antenne de Sud Radio. Et juste très rapidement, alors un pronostic Afrique du Sud contre la France, je vous écoute. La France. Mais le score sans aucun doute, je pense qu'on va gagner et on sera sur un 41-7. Ah là là, vous êtes, écoutez, on va prendre les paris. Merci beaucoup François Trio, Laura Di Musio, le dispositif exceptionnel mis en place par TF1 avec l'intégralité des matchs à suivre sur TF1 et MyTF1. Merci à vous. Tout de suite Jean-Jacques Bourdin, pardon pour le retard, mais je sais que Jean-Jacques aime le rugby, donc il nous pardonnera. À demain.